Bonjour à tous pour cette toute première édition 2016 des Experts. Pendant 1 heure, nous allons passer en revue l'actualité régionale et plus si affinité. Nous allons aussi passer sous la loupe nos invités politiques. Et au menu de cette émission, nous allons parler de l'image de Bruxelles, des grèves de train et également de 1 an après, dans le cas de Charlie Hebdo. Et pour cela, donc pour analyser tout cela, pour décrypter tout cela, j'ai invité 3 experts. Un habitué des lieux, tout d'abord, le blogueur Marcel Sell, dont la bonne résolution 2016, m'a-t-il promis, sera d'être plus court et tout aussi pertinent dans ses inventions et dans ses interventions également. Je promets. Bonjour Marcel. Bonjour. À ses côtés, un petit nouveau, Christophe Ginisti, bonjour. Bonjour. Un de ces nombreux migrants français à Bruxelles, expert en communication, donc bienvenue. Et très heureux d'y être. Et pour clore la fine équipe, Mehmet Koksal, journaliste d'investigation et qui, j'espère, continuera de nous surprendre en 2016. Bonjour Mehmet. Bonjour Jean-Jacques. Alors, notre premier sujet qui a marqué l'actualité de la semaine, c'est ce que j'intitulais « Image Brussels », ce qui n'existe pas, parce qu'il y a « Visite Brussels », mais « Image Brussels », ça n'existe pas, donc pardonnez-moi ce néologisme. Tout le monde s'accorde à vouloir améliorer cette image de Bruxelles, après plus d'1 mois de tensions, de menaces, d'images négatives. Et alors, jeudi, Visite Brussels présentait sa nouvelle campagne de promotion, « Allô Bruxelles », alias « Call Brussels », un reportage de David Courrier et Jennifer Fuchs. Allô? Oui, mais tout va bien. Bruxelles est toujours aussi magnifique. Magnifique Bruxelles, un slogan qui sonne comme une méthode couée et des responsables politiques qui n'hésitent pas à mouiller leurs chemises et le reste. Il faut dire que depuis novembre et les attentats de Paris, le secteur touristique fait grise mine. Ça a été une grosse difficulté parce que l'image de Bruxelles a été écornée et qu'à l'étranger, on a l'impression qu'on ne peut plus circuler à Bruxelles, que c'est dangereux, etc. Donc il faut casser cette image-là au plus vite. Au plus vite, un peu comme un coup de fil finalement, d'où l'idée du téléphone. 3 bornes ont été dispersées dans la région pendant 5 jours. Mondésart, Flagey, mais aussi Molenbeek. Et vous n'avez plus qu'à décrocher. On donne la parole aux Bruxellois, le monde va appeler Bruxelles et on demande aux Bruxellois de répondre et d'expliquer comment ça se passe à Bruxelles réellement. Une campagne régionale qui débute aujourd'hui et qui coûte tout de même la bagatelle d'1 demi-million d'euros. Preuve que l'enjeu économique est de taille. 60 000 emplois sont directement concernés par le tourisme. Une manne économique précieuse que la région est bien décidée à ne pas laisser s'envoler. Évidemment, ça tombait mal, il faisait mauvais, même le rideau, enfin la tente plutôt, est partie avec le vent. Alors, Marcel Sell, vous avez testé. Comment ça s'est passé? Alors donc, on va sur un site internet qui s'appelle Call Brussels. Là, on peut choisir une des webcams et la webcam montre le lieu avec le téléphone. Donc on voit s'il y a des gens ou pas. Alors il y avait celle qui était disponible, c'était Molenbeek, mais il y avait absolument personne. Et puis il y avait celle du Mondésart où j'ai appelé parce qu'il y avait effectivement un monsieur et une dame. Et j'ai quand même laissé sonner 6-7 fois avant qu'on ne décroche. Et c'est le monsieur qui a décroché et qui a dit « Allô, c'est qui ?» Alors je dis bonjour, et vous êtes qui? Moi je suis le steward. Donc voilà, très sympathique. Il me dit ici tout va bien à Bruxelles, etc. Mais voilà, je me suis un petit peu demandé à quoi ça pouvait servir d'appeler. Sinon, alors il y a une chose qui est très bien, c'est que les images sont très fluides sur Internet et on voit effectivement la vie, si on passe la journée devant, on voit toute la vie sur la place communale de Molenbeek. C'est peut-être pas ça l'idée de cette campagne. Enfin, bonne nouvelle, c'est que le téléphone fonctionne. Ah oui, alors, vous, Christophe Ginisti, c'est un mauvais point, cette campagne pour vous, ou un bon point? Alors, c'est à la fois un bon et un mauvais point. C'est-à-dire qu'en fait, ça a toutes les caractéristiques d'une très bonne idée, mais très mal exécutée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intention est très louable de redorer l'image de Bruxelles, de donner le contact et donner la possibilité aux gens qui vivent à Bruxelles de commenter, d'être les témoins de leur propre vie, de leur propre ville. Sauf que c'est fait beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite et comme il vient d'être dit, sans la préparation de la population. Parce que cette campagne, quand vous faites une campagne comme ça,
qui implique que les gens vont participer, que les gens vont connaître, qu'ils vont répondre au téléphone, qu'ils vont avoir besoin de dire des choses et des choses engageantes pour Bruxelles, il faut un tant soit peu les préparer, il faut un tant soit peu leur dire des choses et que ce soit même consensuel, qu'on puisse travailler en amont, quels sont les messages, quelles sont les choses sur lesquelles on veut insister, etc. Libre à tout un chacun de répondre comme il veut, évidemment au téléphone, mais que ce soit quelque chose qui ne vienne pas comme ça d'en haut, puisque c'est une initiative qui implique que les gens vont participer. Et donc c'est une très bonne idée, très mal exécutée, parce que précisément, il manque un élément fondamental dans cette campagne, c'est l'implication réelle de la population. Mehmet Köksal, quel est votre avis par rapport à ça ? Jean-Jacques, moi je tiens aussi à peut-être saluer le fait que la région fait quelque chose, se bouge, parce qu'il y a vraiment un problème pour les commerçants, mais je trouve que la manière dont c'est appliqué est un peu curieuse, parce que vous avez vu, vous, des téléphones publics à l'heure où tout est sur Internet, on parle de smartphones. On a supprimé les derniers téléphones publics au 31 décembre. Mais il n'y en a plus à Bruxelles. Ici, c'est même rigolo parce que regardez un peu, on remet des bornes téléphoniques publiques alors on parle d'image. Et si on veut promouvoir l'image, peut-être qu'il fallait aussi penser, d'accord, il y a les webcams, mais moi, j'aurais peut-être plutôt penché au fait que inciter les usagers, par exemple, les clients des hôtels, des restaurants, à aller sur les sites et commenter « Ah, c'est toujours bien de manger dans ce resto. Ah, c'est toujours bien de dormir dans cet hôtel. » Parce que c'est surtout ça dont on a besoin pour ramener les touristes. On va pas faire la campagne. On dit on ne fait pas de politique sur un plateau de télé. On va peut-être pas refaire toute la campagne de pub sur un plateau de télé non plus. Oui, je voulais juste préciser un tout petit truc parce que le reportage que vous avez diffusé parle de 500 000 euros pour cette campagne. Évidemment, je rassure les Bruxellois, c'est pas 500 000 euros pour 3 bornes téléphoniques. C'est l'ensemble de la campagne qui coûte 500 000. Il faut quand même préciser ça pour rassurer. Vous faites bien de le préciser. C'est 500 000 euros pour l'ensemble de la campagne. Mais en fait, ici, on n'est qu'au démarrage de la campagne avec les premiers spots. Un dernier mot, Marcel Sell, là-dessus. Oui, en fait, deux choses. D'abord, Christophe a tout à fait raison de préciser qu'il faut former les gens, mais on nous dit il y a 1 200 000 Bruxellois, on veut les utiliser pour promouvoir leur ville. Mais ça, c'est par les réseaux sociaux. Sinon, il faut faire des campagnes à 500 millions d'euros. On ne les a pas. Et donc ça effectivement, c'est le gros problème. Et deuxièmement, comme tu dis, la sensibilisation. Moi, j'étais chercher un mini-trip à Bruxelles, comme si je venais de l'étranger, donc sur Internet. Et je n'ai trouvé cette campagne nulle part. Donc, je veux dire, si je veux venir à Bruxelles, je vais me renseigner et je vais lire les avis des gens qui sont venus. Et il y en a qui sont très cruels. Alors, nous avons entendu vos avis. On va maintenant écouter l'avis de nos invités. À présent, on va accueillir Zoé Genot et Viviane Tettelbaum. Zoé Genot est chef de groupe écolo au Parlement régional bruxellois et Viviane Tettelbaum est députée régionale MR et échevine AXL. Alors toutes les deux, vous avez entendu ce que les experts ont dit et je vais vous demander votre avis. Vous êtes toutes les deux dans l'opposition régionale, donc je suppose que l'avis ne va pas être dithyrambique, mais enfin, si on doit donner un avis équilibré. Zoé Genot, je commence par vous. Je dirais l'intention est louable. On a absolument besoin de faire quelque chose pour rassurer les gens. Quand certaines personnes pensent qu'on est en état de guerre à Bruxelles, il faut leur dire c'est pas le cas. Il fait bon vivre dans nos quartiers. Par contre, la question est comment faire revenir les gens. Et moi, quand je choisis une destination, c'est parce qu'il y a des quartiers particulièrement sympathiques, de la belle architecture, une chouette expo. Je ne suis pas sûre que c'est parce qu'il y a au bout du téléphone quelqu'un qui peut-être sait me parler en anglais de quelque chose. Ça me paraît très très tiré par les cheveux. Et en plus, la difficulté, c'est qu'on voit que tout le monde fait des initiatives un peu éparses. Il y a la région qui, d'un côté, met 500 000 euros pour cette campagne téléphone. Il y a d'un autre côté la commune de Bruxelles qui lance, elle aussi, une grosse campagne. On va y revenir à tout cela. Mais là, sur la campagne... Vous êtes un peu d'accord, c'est pas très réussi. Je n'y crois pas fort. Je pense vraiment qu'il y avait besoin de faire quelque chose parce que quand on voit, on discute avec les restaurateurs, les hôteliers, etc., c'est un peu la catastrophe et on sait que c'est un des secteurs qui emploie pas mal de Bruxellois. Donc il y a un vrai enjeu, mais la façon dont c'est mis en œuvre me paraît plus concluante. Viviane Tettelbaum. Oui, moi je vais rejoindre tout le monde en disant qu'effectivement c'est bien de faire quelque chose. L'idée est sans doute bonne, moi je suis assez d'accord. Maintenant, je pense que Visite Bruxelles, c'est surtout un travail à l'étranger
doit travailler la presse, doit travailler les publics étrangers, doit travailler toutes ces personnes là-bas, chez elles. Moi, je pense que quand des gens planifient, organisent leur voyage, je ne suis pas sûre qu'ils vont prendre le téléphone, répondre et appeler, attendre que quelqu'un réponde pour leur dire mon quartier va bien et fait bon vivre. Ils ont envie d'être rassurés autrement, et ça, je pense que c'est un travail qui doit se faire. C'est le core business de Visit Brussels. Et donc, peut-être qu'ils devraient revenir à ça et travailler fortement la presse dans les différents pays et avoir une influence sur les populations. Pour être juste, peut-être, dire cette campagne, ils font ici de la matière pendant 5 jours. Ils accumulent de la matière vidéo, des extraits sonores pour faire des spots et pour les diffuser à l'étranger. En tout cas, c'est ça l'idée. C'est pas tellement envers les Bruxellois, mais les Bruxellois vivent avec ces 3 cabines téléphoniques, en tout cas pendant 5 jours. Mais Zoé Genoux en parlait tout à l'heure. Y a-t-il un pilote dans l'avion de l'image de Bruxelles? Yvan Mayer veut organiser une soirée fin janvier à la Bourse, pour une soirée festive pour donner du courage à Bruxelles. Charles Michel veut faire un tour des capitales étrangères pour vanter Bruxelles et la Belgique. Rudy Vervoort veut faire des vidéos. Joël Milquet demande une action centralisée basée sur la culture. Cécile Jodogne, dans l'interview de ce vendredi, disait qu'il fallait que la région coordonne tout. Alors, qui a raison? Qui doit faire quoi? Viviane Tettelbaum. Mais je pense d'abord qu'il y a l'action au niveau du pays, la Belgique, parce que l'image a été cornée de manière globale. Donc effectivement, ça peut se faire à travers une action du Premier ministre qui va visiter des capitales et qui justement va donner le message de cette image de la Belgique qui n'est pas en danger, parce que effectivement, moi j'ai appris que des Américains avaient répondu à des amis, mais c'est la guerre à Paris, c'est la guerre à Bruxelles, je ne viens pas. Donc c'est important d'avoir une image forte, un Premier ministre qui va, comme symbole du pays, dire ben voilà, tout se passe bien. Maintenant, au niveau bruxellois et régional, il faudrait coordonner les différentes initiatives. C'est pas comme si on avait tant d'argent à dépenser. Il y a d'autres mesures qui nécessitent des investissements, et donc je pense que là, il y a effectivement un manque criant de niveau. Et donc qui coordonne? En principe, si c'est au niveau de la région, ça devrait être le pouvoir régional, le Rudy Vervoort. Maintenant, si c'est au niveau, et là, il y a Loretta Onkelings, il y a Rudy Vervoort, il y a Yvan Mayer, il y a tous ces acteurs-là qui devraient effectivement, je veux dire, au moins s'asseoir autour de la table, c'est pas compliqué, et organiser les choses de manière rationnelle et du coup moins coûteuse aussi. Alors Zoé Genoux, pour vous, qu'est-ce qui doit se passer? Comment ça doit se passer? Mais la défense de Bruxelles, c'est un enjeu pour l'ensemble des Belges. Quand Bruxelles va mal, je pense que c'est l'ensemble de la Belgique qui trinque. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de défense des Bruxellois au moment du lockdown. On a fait un peu n'importe quoi. On a mis un char sur la Grand Place. Est-ce qu'on pensait qu'un char allait tirer sur un terroriste au milieu d'une grande place classée par l'UNESCO? Aucun sens. Mais par contre, cette image d'un Bruxelles mort pendant plusieurs jours avec des chars sur la Grand Place, eh bien, elle a fait le tour du monde et c'est une catastrophe. Et donc, la première chose à faire, je pense, c'est de ne plus faire d'erreurs de ce type-là, qui est vraiment des défenseurs du bruxellois à tous les niveaux, et particulièrement au gouvernement fédéral, où on a parfois l'impression que ça s'est plus décidé à Anvers ou dans le Brabant wallon que vraiment en tenant compte des intérêts des Bruxellois. Et ensuite, c'est aux Bruxellois eux-mêmes, et pour moi, c'est à la région de piloter cela, de vraiment prendre leur destin en main, et pas de manière désordonnée comme ça. Je pense que chacun a un rôle à jouer, mais en effet, il faut un pilote dans l'avion et on ne peut pas semer 500 000 euros par là, 250 000 par là, et ainsi de cette manière. Ça ne va pas. Christophe Génisti voulait vous interpeller. Oui, ce que vous avez dit sur le fait de ne plus faire d'erreurs est un point extrêmement important. Parce qu'effectivement, on est dans une phase aujourd'hui qui est une phase où on essaye de colmater, on essaye de réparer, on se dit que la fuite, on la connaît et qu'on essaye de la colmater un peu partout et de manière trop rapide. On a vu cette campagne tout à l'heure, c'est exécuté dans la précipitation, ce qui, à mon avis, sera la cause de sa stérilité. C'est une campagne qui ne fonctionnera pas. Donc effectivement, ne plus faire d'erreurs. Maintenant, je voudrais revenir sur la question aussi qui était de dire qui doit coordonner. Je pense que ce n'est pas tellement utile de coordonner. Je pense que nous vivons dans un monde, notamment singulièrement celui des réseaux sociaux, où en fait les messages viennent de différents canaux. Et on n'a pas besoin, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir un seul message qui vienne d'en haut, qui soit cohérent, qui soit construit. On a besoin d'avoir un message qui soit au contraire éparpillé, parce que l'actualité, l'opinion publique fonctionne comme ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils disent des choses différentes, mais je pense que plus on a de sources et plus on entretient de canaux pour faire venir l'information, et plus l'information a des chances de passer. Donc prenons toujours très garde à ne pas vouloir systématiquement à ce que l'information soit extrêmement
pilotée, contrôlée et encadrée. Oui, mais il faut que les budgets... Le problème, c'est qu'il y a une coordination au niveau des budgets. Quand on lance une action, même si elle est multiforme et si elle est assez libre, il faut qu'il y ait le budget dès le départ. Alors, on a parlé de chaos communicationnel. Je voudrais que vous écoutiez ce que Guy Van Engel disait dans l'interview cette semaine. Il voulait, lui, en fait, qu'on nomme finalement un porte-parole officiel et professionnel pour parler des problèmes quand il y a de la menace sur Bruxelles. Voilà ce qu'il disait dans l'interview. Entre la justice, la police et les politiques, il faut beaucoup plus de confiance. Et puis, il faut quand même qu'on professionnalise un peu cette communication vers l'extérieur. Toute la communication de crise, si je peux m'exprimer comme ça, a été faite par des politiques, par M. Jambon, par le ministre Gaines. Le parquet fédéral ne parle pas. C'est ça. Et donc, vous voudriez que le parquet fédéral, le procureur du roi, le procureur fédéral, parle davantage, soit le porte-parole finalement de tous. Je crois que ce serait mieux, oui. Je crois que ce serait mieux que quelqu'un, ou un professionnel, désigné par le parquet général, fasse des communiqués, des informations à temps régulier, concrets, pratiques, qui permettent à tous de comprendre ce qui se passe et pourquoi certaines mesures sont prises. Alors Zoé Genot, que pensez-vous de cette proposition de Guy Van Engel ? Pour une fois, je suis 100% d'accord avec M. Van Engel et c'est quelque chose qu'on a plusieurs fois demandé à M. Charles Michel en disant c'est la pagaille. M. Renders va sur une chaîne à l'étranger, déclare qu'on a une dizaine de djihadistes dans nos rues, puis ensuite il dit que c'est pas vraiment ce qu'il a dit, puis M. Yambon dit un petit bout de quelque chose, on apprend plus dans les médias mais de manière complètement désordonnée. À Paris, il y avait le procureur qui organisait régulièrement des points presse et qui donnait une information, je dirais, encadrée de ce qu'il pouvait dire, de ce qu'il ne pouvait pas dire, qui essayait aussi de faire que justement ça se passe bien pour que la presse c'est normal qu'on ne dise pas tout aux médias, parce qu'en effet, il y a des choses qui pourraient nuire à la bonne sortie de l'enquête. Mais là, la façon dont ça s'est passé, ça n'a absolument pas créé la confiance. C'était le grand bazar. Viviane Tettelbaum, alors, Oui. et vous, qu'en pensez-vous ? Parce que là, c'est le fédéral qui est un peu mis en cause. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi se dire qu'on est devant une situation assez inédite. Donc on a réagi à quelque chose, la menace terroriste sur l'Europe, ce qui s'est passé à Paris au Bataclan, c'est quand même pas banal. Ensuite, la menace qui a pesé sur Bruxelles avec manifestement beaucoup de choses qui venaient depuis Molenbeek et d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est important, et je rejoins Madame Genot, je pense qu'en France, il y a eu une structure dans la communication. Mais ce n'est pas que le procureur. Il y a eu le procureur du roi qui a parlé, avec un décorum, ils sont organisés, voilà, c'est un autre pays, c'est une autre dimension. Mais il y avait aussi le ministre de l'Intérieur, il y avait aussi le Premier ministre et le Président. Je pense que ce sont ces quatre personnes-là qui sont systématiquement intervenues par rapport à différents niveaux d'intervention et qui ont permis d'avoir une lisibilité. Je pense que chez nous, il y a eu ces différentes interventions. Voilà, après qu'un ministre parte à l'étranger et réponde à une interview, je pense que le problème n'est pas là. Mais je pense qu'ici, peut-être, effectivement, au niveau du procureur du roi, au niveau de la justice, il faudrait mettre en place quelque chose et avoir quelqu'un qui soit chargé de coordonner cette C'est bien, tout le monde a l'air diffusion de d'accord. parole. En tout cas, tout le monde a l'air d'accord, donc ça va se faire. faire. Ça va se faire. Alors, une rapide remarque de Christophe Ginisti. Oui, il y a tout de même une différence. Quand on compare les situations de Bruxelles et de Paris, par exemple, il y a une différence qui est fondamentale, c'est qu'à Paris, il s'est passé quelque chose, à Bruxelles, il ne s'est rien passé. Si on veut aller du côté des événements. C'est-à-dire qu'à Paris, c'est facile de coordonner, c'est facile d'avoir un point d'ancrage dans la communication, parce qu'il s'est passé ces attentats, et donc il y a un fait générateur d'une série d'actions qui justifie des réponses et qui justifie des points. À Bruxelles, c'est un petit peu différent. Il s'est passé l'élévation d'une menace, et l'élévation, la prise en compte d'une menace qui était relativement diffuse. C'est beaucoup plus difficile à traiter, parce qu'il n'y a pas d'événement, c'est un non-événement. Le dernier mot sur ce sujet, à Mehmet Koksa. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Christophe, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais à Bruxelles, il s'est passé quelque chose aussi. Il y a eu des préparations, il y a eu des tentatives d'attentats qui ont été avortées, etc. Donc il y a eu une action à Bruxelles, et quand on voit la couverture médiatique, on peut dire que sur le plan médiatique, sur le plan des faits, il y a eu beaucoup d'éléments. Et là où on émet des critiques, c'est la manière de communiquer ces faits. Donc, est-ce que la méthode française, qui est de communiquer avec un procureur, François Molins, de manière très magistrale sur les faits recoupés par la justice et les enquêteurs, en centralisant tout,
On a un peu ce modèle ici au parquet du procureur du roi avec les magistrats de presse et tout, mais pas au parquet fédéral qui traite des affaires terroristes. Là où on a eu un problème, c'était la communication bicéphale entre le Conseil de sécurité, où c'est le Premier ministre qui parle, et l'organe de contrôle de la menace, qui fixe justement les niveaux, là, 1, 2, 3, 4, qui justement périclitait par rapport à la manière de communiquer. Mais c'est peut-être ça qu'il faut améliorer, mais je ne pense pas que la Belgique a failli dans son rôle, en tout cas... le rôle principal, c'est d'éviter que des attentats se passent sur le territoire. On reviendra certainement sur ces thèmes-là prochainement. Mais je voulais aborder un autre thème à présent qui a marqué l'actualité cette semaine, et on n'en est pas loin évidemment, c'est les commémorations d'un an après les attentats de Paris contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher. Dans notre magazine M, Muriel Berck a reçu mercredi Sam Touzani, et je vous propose d'écouter ce qu'il disait, parce que lui, il est resté très fermement Charlie. C'est pas parce que l'islam a 7 siècles de retard ou 7 siècles d'avance, c'est selon, ça dépend où on se positionne, bien sûr, que moi j'ai pas le temps d'attendre 2000 ans. Moi j'ai envie de vivre librement, et j'ai envie de m'exprimer, et j'ai envie de vivre quelles que soient mes opinions philosophiques. Et effectivement, et je terminerai par ça, beaucoup de gens oublient que le vrai respect, parce que je préfère effectivement le mot respect qu'au mot tolérance, c'est le respect des hommes et des femmes, pas des idées. Les idées sont faites là pour être boxées, bousculées dans tous les sens, et c'est en créant des débats d'idées que nous pouvons nous élever un tout petit peu. C'est en nommant véritablement les choses. Albert Camus disait quelque chose de très fort, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, ce qui veut peut-être dire par extension que bien les nommer peut peut-être ajouter au bonheur du monde. Viviane Tettelbaum, est-ce que vous êtes encore Charlie un an après, ou vous avez l'impression d'avoir changé ? Ah non, moi je suis encore et toujours Charlie. Comme le disait d'ailleurs Caroline Forestière, c'est pas parce qu'on est Charlie qu'on est d'accord avec tout ce que Charlie Hebdo a publié ou va publier, mais c'est une question d'adhésion à des valeurs. C'est une question de dire fermement qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire tuer parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de bien en plus, c'est-à-dire tuer au nom du bien. Et là, moi, je pense qu'il faut vraiment continuer et poursuivre notre combat contre ces extrémismes-là. Et quand il dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, c'est bien évidemment dire aussi que quand les démocrates ne s'emparent pas d'un sujet, ce sont les extrémistes qui s'en emparent. Et ça, que ce soit les djihadistes ou que ce soit le Front National, c'est évidemment très grave. Et donc, c'est aux démocrates de prendre leurs responsabilités. Et pour moi, dire « je suis Charlie, je suis encore Charlie », c'est de dire « ben voilà, c'est se battre pour les valeurs démocratiques et c'est se battre pour un monde dans lequel on puisse tous vivre comme on a envie de vivre ». Zoé Genot, est-ce que pour vous, quelque chose a changé en un an ? Mais quelque chose a changé. Quand j'ai dû expliquer à ma fille que des gens avaient été tués parce qu'ils avaient fait un dessin qui ne plaisait pas à l'autre, on bascule. On n'est plus du tout dans la même chose. Quand on doit expliquer que d'autres personnes sont mortes parce qu'elles n'avaient pas la même religion, quelque chose bascule. Mais par contre, est-ce que pour autant je me retrouve totalement dans tout ce que Charlie Hebdo a proposé ? Non, j'ai grandi en lisant le Grand Duduche, donc fatalement des morts de Cabu, Wolinski, Charb et autres m'ont terriblement touchée, mais je ne me reconnaissais absolument pas dans l'humour fort, nichon et autres de Charlie Hebdo. C'est pas du tout mon style d'humour. Donc pour moi, ce qui est important, c'était d'être tous derrière pour dire la liberté d'expression, ça ne va pas. Mais la liberté d'expression, ça doit être pour tout le monde, y compris pour les gens qui veulent dire ben voilà, je ne suis pas Charlie parce que je ne me reconnais pas dans ce type d'humour, mais par contre, je trouve que ce qui s'est passé est très grave. Mais est-ce qu'on en fait trop pour ces 1 an de Charlie Hebdo ? Parce que finalement, il n'y a pas eu de commémoration à Bruxelles. Il y en a eu beaucoup à Paris. À Bruxelles, il devait y en avoir une dans une galerie d'art aux cartoonistes, mais elle a dû être mise à cause de la grève des trains. Donc pas grand-chose à Bruxelles, beaucoup de choses à Paris, des chanteurs, des plaques avec des fautes d'orthographe. Est-ce qu'on aurait dû en faire davantage à Bruxelles ? Mais qu'on en fasse des commémorations ou pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on vit avec la peur. Des gens vivent avec la peur d'attentats, la peur d'être tués, tous. Des gens vivent avec la peur d'être stigmatisés par rapport à leur origine, parce qu'ils se disent, si je cours un peu vite avec mon sac à dos et ma grosse doudoune, qu'est-ce que les gens vont se dire ? Et surtout pour nous qui essayons de travailler tous les jours
un mieux vivre ensemble dans les quartiers, ça aussi était vraiment l'impression de voir tout le travail fait, atomisé, d'avancer centimètre par centimètre pour que les gens se comprennent mieux, travaillent plus ensemble, et puis d'un seul coup de reculer d'1 kilomètre. Ça a vraiment été oui, et une période est-ce qu'on a difficile. rattrapé quelques centaines de mètres Non, en un pas an, pour l'instant. Viviane Tettelbaum? Mais non, je pense qu'on n'a rien rattrapé parce que depuis Charlie Hebdo et l'Hypercacher, il y a eu le Thalys, il y a eu le Bataclan, il y a eu toute une série d'événements. Avant ça, il y a eu le musée juif à Bruxelles, il y a eu Toulouse. Ça participe d'un ensemble. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper. On est dans la même stratégie, on est dans cette même mouvance. Et donc, je pense qu'il faut prendre le problème à bras le corps. C'est vraiment des comportements qui sont basés, structurés sur un échafaudage de haine, mais aussi de confusion, et qui font que des gens, tout à coup, prennent des armes et tuent une petite fille dans une école à bout portant en pensant agir au nom du bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que quand un type monte dans un Thalys et commence à... Enfin, il a essayé, heureusement, il a failli, mais la même chose au Bataclan. Je veux dire, non, je pense qu'on doit faire, et qu'on doit faire beaucoup plus. Et je pense que cette manière où tout le monde dit tout le temps on travaille contre la radicalisation, que des choses sont mises en place, etc. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que peu de choses ont changé. Cette année 2015 a été mortifère. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, à un moment donné, think out of the box, disent les Américains, et commencer à mettre en place quelque chose qui va permettre de faire bouger les lignes. Alors, peu de résultats, Mehmet Koksal, c'est vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Peu de résultats positifs, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de résultats négatifs, Oui. ça je peux vous l'affirmer. 2015, on a commencé avec des attentats, on l'a terminé avec des attentats. Après, la réaction des gouvernants, de la classe politique, a été totalement à l'inverse de ce que pouvait être l'après-Charlie. Ce que pouvait être l'après-Charlie, c'est ce que dont Madame Tettelbaum, Madame Joël, je parle, c'est liberté, respect de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on a vu dans les pays? Reprise des incarcérations de journalistes en Turquie, en Azerbaïdjan, loi sur la surveillance en France, fin de la protection des sources pour les journalistes, poursuite judiciaire contre les journalistes d'investigation qui enquêtent sur des affaires comme LuxLeaks, etc. LuxLeaks, pardon. Il fallait pas inviter tous ces Ça, c'est de la bande dessinée pour Charlie. Pareil, oui, en plus, avec l'hypocrisie immense, que c'est la classe dirigeante qui défile derrière les journalistes à Paris le 11 janvier pour après adopter des lois liberticides, mais qui vont tellement loin. Des lois muselières, le rétablissement de la propagande en Pologne, en Espagne, en Italie, tout ça, en fait, on voit que la société a très très mal réagi à l'après-Charlie. Et ce qu'on devrait essayer de faire, c'est de changer cette tendance, de ramener les gens vers la raison et d'être un peu plus Charlie. C'est quoi? C'est-à-dire plus de respect pour l'expression de la diversité. Marcel Say? Oui, et peut-être une chose quand même, c'est que je vois qu'on lit quand même systématiquement les attentats à l'islam. Il y a un lien, effectivement, via l'État islamique, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des masses de musulmans qui ne se reconnaissent absolument pas là-dedans, et que, effectivement, il faut toujours garder en tête cette idée que nous devons construire une société ensemble, et pas les uns contre les autres. Et donc, je crois que Viviane Tettelbaum, avec le principe de la lasagne, où on a tous plusieurs identités qui peuvent s'en mêler, je crois que c'est bon à rappeler. Sauf que quand vous parlez du bien, je préfère que vous parliez à ce moment-là d'un être suprême ou de Dieu, parce que ça peut pas être le bien. Évidemment, le bien, entre guillemets, oui, c'était sarcastique, entre évidemment. Ah oui, non, c'était sarcastique, évidemment. C'est leur vision. Oui, c'est ça, leur vision. Christophe Ginisti voulait ajouter aussi quelque chose. Oui, je voulais ajouter, rappeler ce que ça veut dire « Je suis Charlie » et comment ça a été créé. « Je suis Charlie » est un logo qui a été créé par un dessinateur, un directeur artistique français, qui s'appelle Joachim Ronsin, qui a créé 36 minutes après avoir eu vent des attentats. Il a imaginé ce logo. Et ce logo, c'était un logo finalement compassionnel. C'était simplement fait pour lui en disant « voilà, je ressens de l'empathie, j'éprouve de l'empathie pour ceux qui ont été victimes de ça ». Et en fait, « Je suis Charlie », c'est pas un message politique, c'est un message d'empathie, c'est un message humain. Et c'est un message qui faut pas politiser, parce que dès lors que l'on politise un message comme ça, eh bien on le pervertit. Et la grande difficulté avec ce message-là, c'est que c'est devenu, alors que ça a été un cri du cœur, en plus il l'a même pas fait, je connais Joachim, il l'a même pas fait dans l'idée de faire du buzz, comme on dit aujourd'hui, il l'a fait parce que lui, en son âme et conscience, il voulait exprimer quelque chose. D'ailleurs, il refuse que quelqu'un perçoive des droits. Et d'ailleurs, il refuse que quelqu'un perçoive des droits, et il a eu gain de cause, puisque les principaux organismes de dépôt de marque ont refusé à ce que tous les marchands du temple déposent des logos. Je suis Charlie, ils ont beaucoup essayé.
Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est à partir du moment où ce message fort de compassion, d'empathie devient une marque, et ben ça devient l'objet de toutes les perversions politiques, et c'est à peu près là où on en est aujourd'hui. Je vous propose de passer à notre troisième thème, parler des grèves. Cette semaine, quand même, ça a occupé beaucoup l'esprit des Bruxellois et des autres aussi. Alors, mardi soir a démarré cette grève de 48 heures, grève de cheminots, une grève suivie très fortement en Wallonie, à Bruxelles, et pratiquement pas en Flandre. On a glosé sur les perturbations engendrées par cette grève, et notamment sur la période choisie, celle du blocus et des examens. Et on va justement suivre un reportage de Jean-Christophe Peuzès et Yannick Van Gansbeek à ce propos. La débrouille, c'est le mot d'ordre des étudiants face à la grève des trains. Une vraie source de stress supplémentaire dont il se serait bien passé. Je viens en train, d'ailleurs ce matin j'ai pris le train, mais je ne sais pas retourner chez moi ce soir, donc mon père va devoir venir me chercher en voiture. Et c'est vraiment un problème pour vous ? Oui, parce que je prends le train tous les jours et déjà que par moments ils sont en retard, c'est déjà pas facile, donc oui, c'est vraiment un problème pour moi. L'ULB compte 26 000 étudiants et impossible de dire combien devront trouver un plan B pour rejoindre le campus. L'idée de déplacer les examens a bien été envisagée avant d'être abandonnée. Nous avons comptabilisé plus de 100 examens concernés pour ces 2 jours de grève. Donc vous vous rendez compte que impossibilité de modifier des horaires. Ce planning d'examen est fait plusieurs mois à l'avance, voire une année à l'avance. Et la disponibilité des locaux est aussi extrêmement limitée. Et donc les examens s'enchaînent dans les différents auditoires. Donc perdre 2 jours d'examen est vraiment tout à fait problématique. Comme solution, l'ULB a activé une plateforme de covoiturage. Les représentants des étudiants de leur côté offrent la possibilité d'être hébergés en auberge de jeunesse. Les étudiants se rendront dans une auberge de jeunesse tout près de Simonis et donc au moment de leur examen, juste à prendre le métro pour arriver à l'ULB à temps. On a décidé de mettre une option sur à peu près une quarantaine de lits et au fur et à mesure, effectivement, ça s'est un peu diminué pour pouvoir assurer minimum 40 personnes dans ces auberges. Il y en aura combien selon vous ce soir et demain soir ? Il y en aura une petite dizaine. Une chose est sûre en tout cas, ceux qui ne se présenteront pas aux épreuves de mercredi et jeudi seront renvoyés en 2e session. Les autorités de l'ULB demandent toutefois aux professeurs de faire preuve de tolérance et d'accepter les étudiants qui se présenteront avec un peu de retard à l'examen. Alors, est-ce que ces perturbations ont ému Mehmet Koksal? Est-ce que vous avez été ému par cela? Mais écoutez, Jean-Jacques, ce genre de reportage me met mal à l'aise parce que pour moi, c'est un sujet qui traite de la mobilité ou de l'immobilité des nafteurs à venir à Bruxelles. Ici, les étudiants, c'est vrai que ça cause des problèmes, mais le vrai débat dont a peu parlé les médias, donc ils en ont parlé, donc si on lit la presse écrite, il faut parler du plan stratégique imposé par la ministre fédérale Jacqueline Galland, qui veut réduire de 2,5 milliards d'économies. Elle parle de gaspillage, moderniser le rail, mettre les gens à la porte. On parle de réduction de l'emploi des gens. Et donc, faire des reportages comme ça, évidemment que si je regarde ce reportage en tant qu'étudiant, je me dis, la grève, c'est pas bien, il faut supprimer le droit de grève. C'est pas ça qu'il faut donner comme message. Le message, c'est pourquoi les syndicats décident de faire grève. Pourquoi il y a une dissension entre le syndicat du Nord et le syndicat du Sud? Quel est le plan stratégique de la ministre? On va en parler. Mais je trouve que vous êtes un peu injuste, parce que c'est vrai qu'on parle... Oui, c'est vrai. On parle des conséquences, des perturbations, mais on parle aussi des revendications, et notamment sur Télé Bruxelles. On a passé beaucoup de temps pour qu'ils puissent les expliquer. Depuis que le gouvernement de droite est en place, on axe beaucoup la communication sur les problèmes engendrés par les gens qui utilisent c'est une critique qui a toujours existé contre les médias, qu'on parlait beaucoup trop. Et de toute façon, d'un autre côté, les syndicalistes sont contents qu'on parle des perturbations, parce que ça permet de parler de l'action aussi. Donc, il y a un peu... Mais je vais demander... peut-être. Il faudrait peut-être téléphoner aux Bruxellois, là, dans les bornes, leur demander qu'est-ce qu'ils comprennent de la guerre. Je ne suis pas sûr qu'ils pourront répondre. Eh bien, on va demander aux personnalités politiques qui nous ont rejoints déjà depuis un temps de réagir là-dessus. Viviane Tettelbaum, pour vous. Mais, alors, ce débat entre perturbation et revendication. Mais peut-être ma réponse, et la première que je voulais donner, rejoint à la fin de la phrase de Mehmet Koksal, c'était de dire qu'on parle beaucoup de l'image de Bruxelles suite aux attentats, au terrorisme, aux menaces, au niveau de l'OCAM qui a été relevé.
mais l'image de Bruxelles et de la Belgique était déjà écornée aussi par toutes ces actions qui bloquaient les gens dans les aéroports, dans les gares, et partout. Et donc, je pense quand même qu'en termes d'image... Non, moi, je suis désolée, je pense qu'en termes d'image... Une semaine de grève. C'est vrai, mais en termes d'image, ça a beaucoup fait aussi parce que dans les derniers mois, dans cette dernière année, il y a eu des actions à répétition. La deuxième chose, c'est le prix aussi de ces grèves. Parce que quand on s'émeut sur le lockdown qui a coûté 350 millions, ces 2 jours de grève en ont coûté 80. Je parle que de ces 2 journées ici. Donc, ça, c'est selon les patrons pour le lockdown et selon Galland pour... Par contre, concernant le ressenti par rapport aux étudiants et tout ce va-et-vient entre les syndicats et les étudiants juste avant la période de congé, franchement, moi, j'avais envie de leur dire allez faire un doodle et mettez-vous d'accord sur les jours de grève que vous allez organiser, parce que là, on était dans le surréalisme belge une fois de plus. Mais bon, voilà, ça c'est... Alors Zoé Genoux, vous, comment vous vous positionnez là-dedans? C'est clair que quand on ne peut pas faire ce qu'on veut au moment où on veut, comme on veut, c'est désagréable. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je prends régulièrement le train. Et très souvent, je me rends à la gare pour prendre un train bien précis, et ce train est supprimé. Donc l'année passée, il y a 30 000 trains qui ont été supprimés par la SNCB. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir, il y a une machine qui est tombée en panne. Et surtout, parce que quand ils annulent le train, ils ne doivent pas comptabiliser le retard. Et quand ils comptabilisent les retards, fatalement, peu à peu, on se rend compte de la situation désastreuse du rail. Et donc, 2,4% des trains ont été annulés. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de tous ces trains supprimés qui, en effet, causent de gros problèmes aux gens? Parce que vous voulez venir à Bruxelles pour passer un entretien d'embauche ou quoi, vous ne pouvez pas le faire. Et là, ça nous amène au vrai problème, c'est-à-dire la dégradation de nos rails, la dégradation de nos machines, le manque d'investissement. Et quelle est la cause de cette grève? Madame Galland veut faire 2 milliards et demi, 2 milliards 1 d'économies. Le gouvernement Di Rupo avait déjà fait 1 milliard d'économies. Et là, on est dans la véritable difficulté. C'est qu'on désinvestit dans le rail. On vient de parler du problème du climat. On parle régulièrement ici de la qualité de l'air à Bruxelles. On parle de tous ces gens qui voudraient bien se déplacer dans Bruxelles grâce au train. Il y a moyen facilement de venir de Uccle au centre, Watermal-Boisfort, Mézère, grâce au train. Et est-ce qu'il y a des trains qui roulent sur ces lignes? Quasiment pas. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Investir dans le rail, et on fait exactement le contraire. Marcel Seigle. Je voudrais donner d'ailleurs quelques chiffres à ce sujet-là. D'abord, une idée de base. Le chemin de fer, c'est l'épine dorsale de notre économie. Ce sont des libéraux qui ont créé le chemin de fer, qui ont lancé ça au 19e siècle, et la Belgique n'était pas en reste. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que j'ai vu, d'après SNCB, que SNCB plus Infrabel, ça fait à peu près 3 milliards de subsides par an. En 2015, donc cette année, il y a une réduction de 6% des subsides, c'est-à-dire 3% du chiffre d'affaires, de 3% de l'enveloppe, du budget, 188. Et en 2019, on arrive à 20%. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on investit encore dans cet outil qui, alors si on reprend les chiffres de la FEB, c'est-à-dire 40 millions par jour, rapporte 15 milliards aux entreprises par an, est-ce que le citoyen qui investit 3 milliards, qui rapporte après 10 ou 15 milliards aux entreprises, est-ce qu'on n'est pas en train justement de casser ce système et à terme de détruire, je suis désolé, le tissu économique wallon? Parce que justement, Charles Michel le dit... La parole à la défense, avant d'arriver au schisme entre wallon et flamand. Rapidement, Viviane Teitelbaum, même si vous n'êtes pas ici... la ministre des Transports et de la Mobilité. Non, je ne suis ni la ministre des Transports, ni membre du gouvernement, ni députée fédérale, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il faut effectivement une vision stratégique, qu'on n'a plus le luxe de pouvoir faire tout ce qu'on faisait, et c'est pas seulement au niveau du rail, ce n'est pas seulement au niveau enfin, je veux dire, c'est dans l'ensemble de notre société qui doit réagir par rapport à toute une série de choses qui, effectivement, au fur et à mesure des années, se sont soit détériorées, soit il y a certains avantages. Vous savez, des corrections d'anomalies sur des doubles compensations et des choses comme ça, ce sont des choses qu'on discute en concertation sociale. Et si on doit pouvoir continuer à avancer, et le droit de grève, voilà, il existe et donc on ne remet pas en question, il faut pouvoir rester autour de la table aussi et pouvoir trouver des solutions qui ne vont pas seulement
pénaliser ou pas, ou donner des avantages aux entreprises, quand même beaucoup d'entreprises, ce sont des hommes et des femmes, ce ne sont pas tous des multinationales dans ce pays. Ce sont, mais exactement, mais quand on présentait comme ça, on a l'impression que c'est de dire, ben voilà, c'est l'argent du citoyen qui va aller dans la poche des entreprises. Moi, je suis pour une économie, non. Voilà, moi je pense que ce sont les citoyennes et les citoyens de part et d'autre qui doivent trouver un équilibre, un vivre ensemble, et il faut arrêter, et je pense que les syndicats le sont, d'être conservateurs aussi sur certaines choses. Attendez, on aura l'occasion de revenir sur ce plan stratégique, parce que vraiment, je crois qu'on n'en a pas fini. Par contre, je voudrais qu'on aborde le point de ce schisme entre francophones et néerlandophones au sein du syndicat, parce que finalement, la NVA s'est engouffrée dans cette faille entre syndicats du Nord et syndicats du Sud. Bart de Wever a proposé de couper le rail en deux. Alors, on va regarder le reportage de Marie-Noël Dinant et Thierry Duboquet qui se sont penchés sur ce problème. Voici la carte du réseau ferroviaire belge et ce que le président de la NVA, Bart de Wever, veut en faire. Proposer d'interrompre à Bruxelles les lignes Anvers-Charleroi ou Ostende-Liège pour se passionner de chemin de fer, c'est ignorer que la jonction Nord-Midi est déjà complètement saturée. La jonction Nord-Midi ne permet pas d'accueillir plus de trains qu'elle n'en a à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle récemment des trains ont été déviés de la jonction vers la gare de Schaerbeek, parce qu'on ne savait pas augmenter la capacité de la jonction. Donc limiter les trains à Bruxelles, d'abord, ne correspond pas à l'offre et à la demande des nafteurs, mais n'est pas possible avec la particularité belge et bruxelloise du réseau ferroviaire. Pour qu'une ligne ferroviaire soit rentable, il faut d'abord qu'elle soit longue. Aux Trépines, nos gares bruxelloises sont des gares de passage, impossible d'y stationner. Ce spécialiste en mobilité confirme, l'idée de Bart de Wever ne va pas améliorer la ponctualité des trains, bien au contraire. Cette proposition-là ne va pas être très avantageuse pour les voyageurs, y compris pour les voyageurs flamands, puisqu'elle nécessitera d'arrêter les trains en amont de la jonction Nord-Midi, avec toutes les difficultés de rebroussement que cela posera pour ces trains. Et donc ça signifiera la réduction de plus de moitié du nombre de trains qui pourront traverser la jonction Nord-Midi et donc desservir les trois grandes gares. Autre argument de choc, la libéralisation du trafic voyageurs autorisé par l'Europe d'ici 2021. Difficile d'imaginer nos pays voisins accepter de n'exploiter que les lignes côté flamand ou côté wallon. Conclusion, l'idée de scission de la NVA ne passe pas. Alors j'imagine, Christophe Ginisti, que vous qui êtes là depuis 1 an à Bruxelles, vous venez de France, vous avez tout compris. J'ai compris qu'il y avait un mot que je devais utiliser plus souvent, c'est le surréalisme belge, l'expression dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez, dans ma position, ces histoires de schisme et ces débats là dont on vient de voir l'objet du reportage, pour moi, c'est vraiment pas réel. Ça ne rentre pas, ça n'arrive même pas à être un sujet pour moi. Je trouve ça tellement absurde En Belgique, il y a des sunnites et des chiites. C'est un peu comme en Syrie. C'est moins tragique quand même, c'est moins tragique. J'aime beaucoup ce pays dans lequel je vis depuis 1 an. Je le trouve très tolérant, très respectueux, beaucoup plus respectueux que parfois dans les grandes villes françaises. Mais voilà, je trouve que les gens ont parfois tendance à déplacer le débat vers les nuages, vers quelque chose de totalement abstrait. On se noie dans un verre d'eau, finalement. C'est pas tellement ça, c'est cette idée d'élévation, comme si il y avait des gens qui étaient définitivement sur une autre planète, sur un autre débat, et sur des choses qui, pour moi, pour vous intéresser à un sujet, il faut qu'il fasse résonner en vous une fibre émotionnelle, une fibre rationnelle, une fibre intellectuelle. Ce type de débat-là, ce type de discussion, mais voilà, il est extérieur, il est tellement loin. Mais chez Mehmet, ça vibre, à mon avis. Ça vibre, mais en fait, ce qu'il vient d'exprimer est tout à fait fondamental parce que c'est vraiment ça qu'on ressent. Les gens qui prennent un train, ils prennent pas un train wallon ou un train flamand. Ils prennent un train pour se déplacer d'un point A vers un point B. Et ils veulent que ce train ne soit pas supprimé, que la sécurité soit garantie pendant le voyage et qu'on arrive
à destination pour passer son examen. Mais par contre, si on veut améliorer l'image de Bruxelles, c'est certainement pas la scission de la SNCB qu'il faut proposer. Vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait qu'on parle ici de politique facilité, et pas. En fait, on parle ici de politique. On a deux syndicats qui, pour l'instant, qui pour la première fois, voilà, il y a le côté francophone, les côtés néerlandophones ne s'entendent plus. Je voudrais demander l'avis des politiques là-dessus. Zoé Genot, peut-être en commençant par vous. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé ça exceptionnel qu'il y ait cette scission aussi chez les syndicalistes? Mais, pas vraiment, parce que quand nous on travaille beaucoup avec Groen et je vois la différence de sensibilité sur tous ces sujets avec eux, puisqu'on essaye toujours, par exemple, on a déposé un plan de gestion alternative de réinvestissement dans la SNCB avec Groen, etc. Donc on sent cette tension. Par contre, ce que j'étais plus étonnée, parce que moi je lisais les médias, j'avais lu principalement les médias francophones qui disaient, les néerlandophones ne feront pas grève, c'est qu'en fait sur le terrain il y a eu pas mal de piquets et pas mal de... Oui, quelques néerlandophones. Il y a eu quand même pas mal de gros... Donc, dans l'image, on voyait quand même une différence énorme. Sur le terrain, c'était beaucoup plus compliqué que ça n'en avait l'air. Et l'autre élément, et là pour revenir à notre ami français, c'est qu'en fait, c'est communautarisé de fait. Parce qu'à l'heure actuelle, le rail n'est pas le même du côté francophone et néerlandophone. Les rails sont beaucoup plus récents du côté néerlandophone. Les machines qui roulent sont en moyenne plus récentes. Du côté francophone, il y a eu des décisions débiles du genre investir dans des grandes gares pharaoniques plutôt que d'investir dans le rail et l'investissement. Et du coup, mais globalement, quand vous voyez la façon dont les enveloppes ont été réparties, du côté francophone, ça a été excessivement mal géré. Ça coûte plus cher, c'est vrai, de rouler sur du, je dirais, des côtes, etc., que sur du plat, mais il y a eu vraiment un lobbying néerlandophone pour avoir des bons rails, par exemple, pour équiper Anvers, etc., pour les marchandises et compagnie, et on n'a pas fait ce travail du côté francophone. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, ça coûte pour les entreprises. Oui, mais est-ce que ça justifie que la CGSP ne suive pas la COB, qui a en fait simplement dit on nous propose une concertation avec quelqu'un en qui nous avons confiance. Est-ce que les syndicats francophones n'auraient pas dû eux aussi suivre les Flamands et dire vous êtes la majorité, on vous fait confiance, faisons ça. Ils auraient pu, mais la difficulté c'est qu'en fait ce dialogue il se tient depuis 6 mois et on a vu les résultats, c'est on dépose un plan qui dans les faits va aboutir à 6 000 emplois en moins et moins de trains. C'est ça la difficulté. Je suppose que Viviane Tettelbaum n'aura pas le même avis. Vous trouvez qu'ils auraient dû se mettre mais à la table moi de je négociation? pense que effectivement le dialogue aurait dû être la voie privilégiée, parce que du côté néerlandophone, c'est cette voie-là qui a été privilégiée, parce que ce qui est assez ironique dans la situation actuelle, c'est que finalement, les syndicats francophones ont mis sur un plateau le sujet de la régionalisation du rail aux Flamands. Et donc, c'est quelque chose qui est dommageable, non seulement pour l'entreprise, non seulement pour les citoyens, mais voilà, aussi pour l'ensemble du dialogue social qui aurait pu se poursuivre. Et sincèrement, 6 mois, on a connu des dialogues sociaux, on vit en Belgique, qui ont duré bien plus longtemps que ça. On a connu des négociations qui ont traversé des législatures. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire aussi qu'il faut se donner les moyens. Et c'est vrai qu'il faut prendre des décisions. C'est vrai qu'il y a des choix à faire. C'est vrai qu'on veut tous, parce qu'on parle quand même d'un service au public. C'est de ça qu'il s'agit quand c'est de l'argent public. C'est un service au public. Et donc, à un moment donné, il faut rationaliser les choses. Je pense qu'il faut négocier. Au public. Mais ça dépend des choix qui sont faits. C'est ce qui est fait. Le choix qui est fait sur la table, c'est un choix qui est fait en partie par rapport à ça, mais qui est surtout fait aussi pour pouvoir réinvestir dans le matériel. Parce que là, je suis d'accord. Mais non. 3 millions en moins. Oui, 3 millions en moins. Je crois qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord là-dessus. Voilà. Et ce que je propose, c'est qu'on est quand même en janvier. En janvier, on recommence à parler quand même des inscriptions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez des enfants, inscription maternelle, inscription secondaire. Eh bien, en maternelle, on a fait un reportage là-dessus, ici à Télé Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, plusieurs communes ont commencé lundi à lancer ces préinscriptions et après 3 jours, c'était déjà saturé. Alors, un reportage, Jean-Christophe Pezès et Thierry Dubocquet. C'est une période un peu stressante pour cette directrice d'école maternelle. Depuis lundi, les inscriptions sont ouvertes. Elle s'attendait à un rush, mais les parents semblent moins pressés qu'auparavant. On les sent plus confiants, on a des possibilités de place pour l'instant, donc on n'avait pas de grosses files d'attente à la rentrée de janvier, ça s'est passé très calmement. Cette école maternelle a reçu 47 demandes d'inscription depuis 4 jours, toutes années confondues. Il faut habiter à proximité de l'école pour pouvoir prétendre à une place.
Dans l'ensemble, impossible de dire si toutes les demandes seront satisfaites dans l'enseignement communal de Molenbeek. Mais les autorités semblent confiantes. Cette année, pour la rentrée, nous avons ouvert 350 places en plus. L'année prochaine, nous en aurons encore 400. Donc ce sont des chiffres importants qui permettent de répondre à la demande. Je dirais que le seul bémol, c'est que nous ne pouvons pas toujours donner l'école du premier choix des parents. À Anderlecht, c'est un call center qui centralise les demandes. Il est débordé d'appels. 750 inscriptions en maternelle et primaire depuis lundi et certaines années déjà complètes, particulièrement les classes d'accueil et les premières maternelles. Et ce, malgré la création de nouvelles places. On a fait les classes modulaires sur les cours de récréation de 2 écoles à Anderlecht. On construit une école en dur, l'école des Trèfles, qui va ouvrir ses portes au 1er septembre, une école de 750 élèves, donc c'est un budget considérable pour une commune comme Anderlecht. Et malgré ça, on a encore des problèmes pour donner des places à tous ceux qui en souhaitent. Et le constat est sans appel. À Anderlecht en maternelle, certains enfants ne trouveront pas de place dans l'enseignement communal et risquent d'être privés d'école. Alors, votre réaction, Viviane Tettelbaum, à l'issue de ce reportage ? Mais bon, d'abord dire 2 choses. C'est qu'un pays qui veut se projeter dans un avenir doit investir dans son enseignement. Et donc, il faut trouver des solutions pour investir plus, pour investir mieux et pour permettre de créer un nombre suffisant de places d'école. C'est juste pas acceptable que la situation soit celle-là. Donc, il faut trouver ou des moyens ou des partenariats publics-privés. Il faut aussi un cadastre parce qu'à ce stade-ci, quand on pose la question, on n'a jamais de réponse précise. C'est combien de places manque-t-il, où est-ce qu'il en manque et comment on peut pour pouvoir donner une réponse. Et puis, bon, par rapport au secondaire, au boom démographique, là, je pense que le ministre Nollet aurait peut-être pu anticiper et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans la situation qui a mené au décret inscription et qui a mené finalement à toute une série de décisions au lieu de répondre en ouvrant plus de places là aussi dans les écoles. Zoé Genot. Vous devriez revoir votre chronologie parce que le décret inscription, c'était avant que le ministre Nollet arrive. Donc, il y a un petit problème dans votre chronologie. Mais donc, pour moi, le vrai enjeu, c'est un enjeu social parce qu'on voit que les enfants qui ne seront pas inscrits dans des crèches, on est arrivé à inscrire quasiment tous les enfants en maternelle. On sait que déjà le fait d'avoir ou pas fréquenté la crèche, ça fait que vous avez plus de chances pour l'avenir. Oui. Avoir ou ne pas avoir fréquenté les maternelles, c'est crucial pour pouvoir ensuite rentrer en primaire, apprendre à lire et à écrire. Et c'est dans les quartiers populaires qu'on manque de place. Donc c'est vrai que on affronte une situation où on risque d'avoir une dégradation d'un acquis qui était tous les enfants vont en maternelle. Et c'est dans les communes populaires. Il y a eu un effort fait pour construire toute une série de places, mais par exemple, moi je vois dans ma commune à Saint-Josse, on ne peut accueillir que la moitié des enfants. Et alors on peut gloser sur les systèmes d'inscription par téléphone ou autre. Le problème c'est ça, c'est quand tout le monde veut aller soit dans la même école, soit qu'il n'y a pas assez de place, on peut inventer tous les systèmes d'inscription du monde. Ça n'est pas possible de faire rentrer 2000 enfants quand il y a 1000 places. Très bien. Dernier sujet à aborder pour cette émission Les Experts, le chômage et les résultats du chômage à Bruxelles. Alors cette semaine, Actiris a annoncé des résultats très encourageants, une baisse de décembre à décembre. Et je vous propose de regarder le reportage qui s'attache notamment au chômage des jeunes, reportage de Marie Bergwens et Charles Carpro. Au programme aujourd'hui, pour Salima et sa sœur, relecture du curriculum vitae. Depuis quelques mois, elle recherche un emploi et la tâche paraît compliquée. Je viens tous les jours ici à Actiris pour voir les différentes offres qu'il y a. Je cherche par Internet, je fais dans tous les intérims. J'essaie de trouver un peu tout parce que c'est pas facile sur Bruxelles. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui cherchent du travail. Pourtant, les derniers chiffres d'Actiris sont encourageants. Le nombre de jeunes chercheurs d'emploi a diminué de 9,7% en un an, même si le taux de chômage des jeunes atteint toujours 26,8%. L'économie va légèrement mieux et ça se sent aussi dans les chiffres de chômage. À côté de cela, Actiris a vraiment renforcé ses services aux employeurs ces dernières années. Et ça fait qu'en 5 ans, on a presque quadruplé le nombre d'offres d'emploi qu'on gère en présélection et pré-recrutement chez Actiris. Donc ça veut dire concrètement qu'en 5 ans, on arrive de placer presque 4 fois plus de chercheurs d'emploi dans un emploi. De manière globale, le taux de chômage à Bruxelles a diminué. En décembre 2014, il s'élevait à 20,3%.
Aujourd'hui, il est à 18,3, son niveau le plus bas depuis 14 mois. Cette baisse s'explique aussi par l'augmentation des exclus du chômage. Ça risque d'être une surcharge de travail pour les CPS en 2016 et c'est la raison pour laquelle on va renforcer le partenariat entre Actiris et les CPS en 2016 via notamment une hausse des moyens financiers. Pour Actiris, il est encore trop tôt pour crier victoire. Dans quelques mois, les CPS bruxellois disposeront de données plus précises sur l'impact des dernières mesures prises par le fédéral. Encore un peu, Christophe Génisti, et cette information passait au bleu, alors qu'il y a quand même une forte baisse du chômage, en tout cas selon les chiffres. Oui, alors il faut faire très attention avec les chiffres, parce qu'on peut faire dire, on sait très bien, tous autour de cette table, qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. C'est pas spécifique à la Belgique. En France, il y a le même problème. Il y a simplement 2 catégories de chômeurs qui sont comptabilisées dans les chiffres du chômage. Et il suffit que vous soyez en formation professionnelle pendant une semaine et vous sortez de ces chiffres-là. Donc c'est très, très important. Je crois qu'il y a une chose fondamentale à comprendre, c'est que le chômage est un problème de nos sociétés. Il est vrai, mais c'est pas un problème de chiffres, c'est un problème de société. C'est un problème humain. C'est un problème qui dépasse de loin les chiffres. Et qu'il y en ait plus ou moins 1% n'est pas la solution, n'est pas un indicateur fiable. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi nos sociétés, et il n'y a pas que la Belgique dans ce cas-là, n'arrivent pas depuis des années à endiguer un phénomène qui est un phénomène qui lui colle à la peau et qui reste dans des proportions extrêmement élevées. Zoé Genot, pour vous, c'est clair, cette baisse est uniquement due aux exclusions? Je pense que quand même, on sort un peu de la crise de 2008. Donc, et c'est pas propre à Bruxelles, je veux dire, c'est dans toutes les capitales, etc. Mais viennent de tomber les chiffres globaux pour l'ensemble de la Belgique. Donc, il y a eu 70 000 exclus en 2015. C'est 70 000 personnes qui disparaissent des statistiques de chômage. Donc, fatalement, on voit ça aide. Mais la grosse difficulté, c'est que du coup, ces gens sont dans la nature. Ils sont beaucoup moins épaulés, beaucoup moins aidés. Quand ils vont voir un employeur, on leur dit et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme aide à l'emploi? Rien. Et l'autre problème pour moi, c'est que quand on réfléchit maintenant sur comment remettre tous ces gens qui sont au chômage à l'emploi, c'est quel type d'aide on leur propose. Et à l'heure actuelle, le ministre Gauzoin propose des systèmes où on aide par exemple les jeunes, où on aide telle ou telle catégorie, mais ça veut dire on ne crée aucun emploi. On enlève une personne et on remet une personne qui donne droit à la meilleure aide. Et donc on crée un carrousel entre travailleurs et chômeurs sans créer aucun emploi. Et on voudrait vraiment qu'on recentre les aides vers de l'emploi supplémentaire, des postes en plus. Oui, écoutez, sur les chiffres, moi, effectivement, je pense qu'il y a un trend global au niveau européen où le chômage tend à diminuer un petit peu. Maintenant, par rapport aux chiffres, par rapport aux exclus du chômage et les CPS, la question reste posée. Donc, je pense que Actiris devrait peut-être pas trop se réjouir et je pense qu'effectivement, le gouvernement devrait mettre des mesures en place de manière beaucoup plus proactive. Didier Gauzoin avait présenté toute une série de mesures dont certaines étaient intéressantes. Nous les avons saluées, mais ça reste bloqué. Or, nous avons plus de 100 000 personnes qui cherchent un emploi. Nous avons à côté de ça des métiers en pénurie où on ne trouve pas d'emploi. Donc des mécanismes doivent être mis en place, mais j'aimerais aussi dire qu'il faudrait peut-être penser aux femmes et aux stéréotypes dans l'emploi, parce qu'il y a des métiers dits masculins, dits féminins, qui sont autant de blocages à l'accès de l'emploi pour les hommes et les femmes d'ailleurs, mais plus encore pour les femmes. Il y a aussi la barrière de la langue, puisque 90% des chercheurs d'emploi ne parlent qu'une langue. Donc il y a toute une série de mécanismes qui pourraient être améliorés rapidement, facilement, et que le ministre devrait, sur lequel il devrait avancer. On va passer maintenant avec les bons points de nos chroniqueurs, ce qu'on appelle les coups de cœur. Marcel Sel, on va commencer avec vous. Un coup de cœur pour Rukia Hassan. Oui. Qui est-elle? Alors, Rukia Hassan, c'est une journaliste citoyenne, ce qu'on appelle journaliste citoyenne, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une citoyenne qui a décidé de rapporter ce qui se passe à Raqqa, donc en Syrie, donc. Dans ce qu'on appelle l'État islamique. Et donc elle a été repérée par Daesh et a été exécutée. Alors elle travaillait sous le nom de Nissan Ibrahim et en fait elle rapportait sur son Facebook ce qui se passait dans Raqqa. Donc elle prenait des photos en catimini, etc. Elle faisait des explications sous son faux nom. Elle a fini par se faire prendre. Voilà, c'est une héroïne. On célèbre l'anniversaire de Charlie. Il faut penser aussi. Voilà, là nous avons. C'est plutôt un hommage. Là. Oui, c'est un hommage. On se souviendra. Il faudra se souvenir de son nom, Rukia Hassan. On traverse l'Atlantique pour le coup de cœur de Christophe Génisti.
Mon coup de cœur, ce sont les larmes de Barack Obama, mais c'est un paradoxe. C'est-à-dire que cette semaine, en prononçant un discours contre le marché de la vente libre d'armes aux États-Unis, il n'a pas pu contenir des larmes. Et ça a été une image forte. Alors, c'est une image forte, c'est un coup de cœur, parce que en tant que communicant, je sais qu'il n'y a rien de plus puissant que la sincérité, et que là, on a assisté à un moment d'une très grande sincérité. En même temps, c'est une image terrible pour ceux qui aiment la politique. Pourquoi ? Parce que celui qu'on présente souvent comme étant l'homme le plus puissant du monde, eh bien, en 7 ans et quelques de présidence des États-Unis, il n'a pas pu venir à bout de ce lobby incroyable. Et c'est là, par une image comme ça, aussi forte, aussi brève, que l'on mesure peut-être le poids de la politique et de ce qu'elle est vraiment. Troisième et dernier coup de cœur, Mehmet Köksal, aussi là un coup de cœur qui n'en est pas un. Mais non, c'est un mauvais point, c'est un coup de gueule plutôt, je vous ferais dire. C'est le gouvernement polonais, enfin le président polonais qui a finalement signé cette loi qui réforme la loi des médias en Pologne. Pour faire bref, c'est que le nouveau gouvernement conservateur en Pologne a modifié la loi pour prendre le contrôle, et c'est le ministre du Trésor polonais, des Finances, qui nomme dorénavant les patrons des médias dans les services publics, la télévision polonaise et l'agence de presse. Et c'est un sujet qui, pour moi, donc lorsqu'on commémore l'anniversaire de Charlie, ça démontre, c'est un exemple très concret qui doit interpeller tous les Européens et tous ceux qui sont attachés à un service public d'information. À mon avis, il faudrait encore se bouger pour faire en sorte que cette loi ne soit pas appliquée. Voilà. Merci à vous tous pour votre participation, merci pour les coups de cœur, merci aux invités politiques, merci aux chroniqueurs. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro des Experts.